Mon arrière-grand-mère, Catherine Mescam, était née à Calotte en 1876 dans une famille très pauvre. Calotte est une île dont la maigre terre cultivable ne nourrit pas les habitants tous les jours. Et les caprices de la mer rendent la pêche difficile pendant la mauvaise saison. Mon aïeul avait connu la misère, la faim, la précarité. Pour faire du feu, le seul bois que l'on avait, c'était celui que les grandes marées déposaient sur la grève. Aucun arbre ne poussait sur la dune balayée par le vent et menacée par les tempêtes hivernales. Difficile dans ces conditions de faire bouillir la soupe dans le chaudron de la cheminée et de se réchauffer quand la pluie froide s'acharne sur vous. Les aléas climatiques, les maladies, les mauvaises récoltes, la vie était rude et on était démunis. Il fallait être de constitution robuste pour survivre aux conditions de vie quand l'eau du puits se faisait rare. On avait beau prier pour des jours meilleurs dans la chapelle de Notre-Dame, les prières n'étaient jamais exaucées. Le Seigneur Dieu, dont le recteur nous vantait la bonté, avait trop à faire pour s'occuper de nous. D'ailleurs, le clergé ne venait pas sur notre île, sauf une fois par an à l'occasion du pardon. Il préférait le confort du presbytère, où il avait la soupe grasse de ses généreux paroissiens. On était seuls, isolés de tout et ignorés de tous. Sur cette île de dunes et de rochers usés par les marées, rien ne nous rattachait au reste du monde. Catherine Mescam, qu'on appelait Catharinique, épousa Louis Bécam, le 4e fils de Kerprijean, une ferme prospère de Carantec. Comme les champs n'étaient pas assez grands pour les 8 enfants Bécam, Louis s'était engagé dans la marine nationale. Apprécié pour son courage et son sens du devoir, il fut promu quartier-maître. Bien que la solde du marin fût modeste, pour Catharinique, c'était l'assurance d'une certaine sécurité. Elle ne craignait plus le lendemain. Elle vivait cela comme un luxe, un privilège. Le couple construisit une maison à Carantec, en bas de la rue Neuve, qui, comme vous savez, descend du bourg au port, d'où on accède à Calotte à marée basse. Catharinique voyait donc passer devant chez elle les Calotins. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'île Calotte. Les Calotins qui se rendaient à l'église pour la messe du dimanche. Elle ne manquait jamais d'échanger quelques politesses et de s'enquérir du destin de chacun. Mais elle ne retourna jamais sur l'île où elle n'avait désormais plus rien à faire. Elle n'avait gardé de son enfance que de mauvais souvenirs. Elle se souvenait que sa mère allait à pied jusqu'au marché de Morlaix avec son panier sur la tête pour vendre les crustacés qu'elle avait ramassés dans la grève. Elle parcourait les 14 kilomètres, pieds nus, pour ne pas user ses sabots de bois. Mais elle remettait ses sabots en entrant dans la ville pour ne pas avoir l'air aussi misérable. La pauvreté pesait sur eux, mais plus que tout, ces gens-là avaient honte de leur misère. Dans son jeune âge, quand Catharinique allait au catéchisme, on lui mettait la coiffe à l'envers pour lui faire honte de ne pas avoir payé son dû aux serviteurs du culte. Ses parents ne pouvaient pas.
Bien qu'elle ne fût pas rancunière, elle ne pardonnait pas ceux qui l'avaient humiliée. Ainsi, victime des gens d'église, elle garda toute sa vie un ressentiment anticlérical tenace. Marivonne, sa fille aînée, épousa un instituteur. Ce gendre, mon grand-père, était un farouche défenseur de l'école laïque. L'école du diable. Notre famille était républicaine et ne fréquentait pas l'église. Mon arrière-grand-mère n'accomplissait pas ses devoirs de paroissienne. Elle avait pris rendez-vous avec Dieu dans l'autre monde, mais ne le fréquentait pas ici-bas. Elle ne redoutait pas le jugement, car elle estimait n'avoir rien à se reprocher. C'est vrai qu'elle n'avait jamais fait de tort à personne. Quand Louis Bécam périt en mer lors d'un naufrage, Catharinique se vit attribuer une pension de l'État. Ainsi, le chef de famille continua de subvenir aux besoins. Elle était veuve à 28 ans, et dans ce temps-là, sauf impérieuse nécessité, on ne se remariait pas pour autant. Elle porta le deuil de son époux pendant plus d'un demi-siècle. Elle éleva ses 2 filles, et elle était fière que sa progéniture n'ait jamais manqué de rien. Elle était économe de naissance, ne cherchait pas le superflu, et ne supportait pas le gaspillage. Mais quand j'allais chez elle à l'heure du goûter, j'avais toujours du pain beurre à volonté avec un bol de lait chaud. Les femmes de sa génération consultaient leurs époux avant de prendre une décision. Catharinique demandait toujours conseil à son défunt mari et n'avait aucune difficulté à obtenir des réponses de sa part, car bien que physiquement absent, son homme continuait d'assurer le rôle de chef de famille en plus de la pension qui subvenait aux besoins. Elle savait d'avance ce qu'aurait voulu Louis. En Bretagne, les morts ne partent pas tout de suite dans l'autre monde. Ils restent présents, si nécessaire, parmi ceux qu'ils ont connus de leur vivant. En temps utile, ils peuvent nous renseigner pour peu qu'on leur prête attention. Un soir de novembre, la pluie frappait les volets fermés. Alors qu'elle soignait un mauvais mal de gorge avec une tisane de sa tante Janie, elle entendit la Micheline de Morlaix-Roscoff passer sur le pont de chemin de fer, au loin. Le vent de suroît porte le bruit jusqu'à Carantec. Alors qu'elle s'assoupissait, Catharinique fut alertée par une voix familière. Louis fit savoir à son épouse que le jour venu, elle devrait passer par l'église. Ce qui fut fait. Le jour de son enterrement, les obsèques furent célébrées à l'église pour respecter la volonté du couple. Pendant la cérémonie religieuse, ceux qui ne fréquentaient pas les lieux sacrés attendaient dehors pour l'accompagner au cimetière où Catherine Mescam, veuve Bécam, repose en paix.